Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Geoffrey Voisin, le meilleur français actuel en Aerox. J'étais curieux de connaître les secrets de ses performances incroyables, mais aussi de comment réussir son Aerox en vue de performer. Je vous préviens, après cet épisode, vous n'aurez plus aucune excuse. Bonne dégustation. Salut Geoff, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, en pleine forme, comme un lundi. Comme on dit. Le lundi, t'es en pleine forme parce que le dimanche, tu te reposes? Non, mais je dis ça, c'est même pas vrai. Genre, j'essaie d'être en forme un peu chaque jour. Limite, le lundi, c'est le plus dur, hein, c'est le retour du week-end. Et tu vois, je suis père de famille et souvent le week-end, c'est plutôt chargé avec la famille. Je m'entraîne des fois un peu moins. Finalement, quand je m'entraîne moins, je me sens moins en forme. Et le lundi, c'est toujours un peu plus dur. Mais est-ce que tu remarques ça avec les années? Moi, j'ai l'impression que plus les années passent et plus un jour de repos complet est difficile en fait, dans le sens où j'ai du mal à repartir après. Est-ce que toi, tu sens ça aussi? Ah, mais moi, je suis complètement non, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'arrêter un jour, même si je préfère faire un petit entraînement hyper light, faire un truc light que de m'arrêter. Alors, le pire, c'est si je m'arrête 2 jours, hein. Si je m'arrête 2 jours, j'ai l'impression que je me suis arrêté 3 semaines, quoi. Ah Donc, putain. un jour, c'est vrai que c'est grand maximum si je veux me sentir bien pour la reprise, quoi. C'est presque une reprise à chaque fois. Et donc, tu prends des jours de repos quand même, un par semaine ou même pas? Tu fais toujours un Euh, truc? En fait, je t'avoue, c'est assez rare. Je prends très très peu de repos, mais par contre, on va dire, je polarise mes séances, que j'en fais je le fais plutôt sous forme de récupération, des séances de récupération qui vont plutôt light. Après, c'est assez psychologique aussi, hein. C'est mon côté psychologique d'avoir cette petite dose d'énergie que j'ai besoin. Mais effectivement, c'est la reprise à chaque fois qui est un peu dure. J'ai le sentiment, quoi. Donc, idéalement, c'est un jour de récup, mais si je l'ai pas, je fais une petite séance tranquille. C'est quoi une petite séance tranquille? Alors, c'est souvent le dimanche, je bats ça le dimanche, que moi je suis père de famille, donc je suis plutôt calé sur la famille. Donc le dimanche, je me prends 1 heure et je vais faire un petit footing d'1 heure, quoi. À quelle vitesse? C'est quoi de la Alors non, récup? c'est tranquille, hein, c'est vraiment appeler ça endurance fondamentale. Je suis à 9, entre 9 et 11 km/h. Ok, ouais, ah, bah, je pourrais courir avec toi alors, ça va. Ah, mais carrément, mais tu sais, des fois, je leur dis, bah, venez courir avec moi. Parce que les gens s'imaginent toujours que quand tu fais un sport de course à pied ou qui demande beaucoup enfin, qui demande à la vitesse, c'est que tu cours toujours vite, mais ce n'est pas forcément le cas et c'est pas toujours important. Et justement, faire des petits runs lents, c'est aussi important que le reste, quoi. Alors avant qu'on parle un peu plus d'entraînement, je voulais rappeler à ceux qui te découvrent peut-être aujourd'hui que tu es actuellement le meilleur français. Tu as fait 56 50 dans ces eaux-là, un truc du style. Alors, mon record perso, c'est 56, 46. Ah, c'est énorme, hein, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai cru entendre dans le podcast Sweet Story de Ben, que je connais bien parce que je m'entraîne à sa box de CrossFit pour faire mon ski erg, que tu courais à peu près tes 1000 en 3,45 de run. Ouais, c'est une moyenne 3,45. Souvent, les 2 premiers runs, on va les courir en 3,20, 3,30 et après, Ah ouais. ça va se caler sur 3,45. Et des fois, selon la forme, ça peut partir à 3,55, 4 minutes, mais on va dire globalement, j'essaie de rester entre 3,40, 3,45, quoi. Et le fait de partir un peu plus vite, parce que de ce que je comprends, tout le monde part un peu trop vite, est-ce que ça te crame pas pour la suite? Ou toi, tu es encore en gestion à 3,20, 3,30 quand ça part comme ça? Bah après, ça va dépendre aussi, parce que ça dépend aussi de tes ambitions et à quel niveau tu t'es, quoi. Parce que c'est vrai en l'occurrence, je peux pas parler après, mais c'est vrai que comme moi j'ai des concurrents assez coriaces,
si je laisse passer déjà dès le début, c'est presque mort, quoi. Donc, si je cours un premier run à 3,40 pour me protéger, les mecs, ils vont être à 3,10, 3,20, en sachant que sur le circuit mondial, je suis pas le meilleur runner. Donc, tu les récupères pas. Donc, tu es obligé quand même de mettre une grosse cadence dès le début, à un certain niveau. Mais après, pour un novice, je conseillerais plutôt de partir prudemment, quoi. Et alors, sur les autres agrès, là, tu me disais en antenne que sur le ski erg, en gros, le temps d'arriver, tout ça, mais quand tu faisais juste l'exercice, tu étais en gros en 1,45, quoi. Tu faisais 3,30 sur le ski Ouais, erg. en fait, pour moi, je vais pas dire une zone, c'est une zone plus ou moins de confort, une 45, c'est que je me sens bien, quoi. Une Et 45, putain, j'essaie de rester. c'est énorme hein, quand tu dis ça. Franchement, je l'ai fait ce matin et je vois ce que c'est une 45. Je me dis, putain, mais c'est fou, quoi. Non, mais après, c'est peut-être aussi peut-être la technique, parce qu'après, tu acquiers une certaine technique qui fait que tu te sens bien. Après, c'est comme le rameur, pareil, au bout d'un moment, ta technique, elle s'améliore et tu arrives à atteindre un niveau où tu arrives à ramer fort. Par exemple, toi, tu as quand même un gros gabarit. En théorie, tu devrais être très fort sur le skieur, quoi. Et donc, tu dis, c'est un truc de confort pour toi. J'ai vu que le réglage de base, c'était 7. Toi, tu restes à 7 ou tu mets plus ou moins. Souvent, même des fois, je descends un peu à 6. Après, après, ça dépend aussi, encore une fois, les rameurs et les skieurs, en théorie, ils sont bien entretenus, ils sont plus ou moins neufs, mais il peut y avoir un peu une alternance enfin, d'un rameur à l'autre. Après, si le rameur est en bon état, ouais, 6 c'est pas mal, je trouve, la résistance. Après, c'est vrai que si on rentre dans le détail, parce qu'après, tu t'aperçois quand tu rentres dans le détail, tu vois, sur le facteur de résistance du rameur, d'un rameur à l'autre, à 6 ça sera pas tout à fait pareil. Mais globalement, voilà, j'essaie d'à 6 ou 7 quoi. Et donc, en gros, de ce que je comprends, c'est que sur l'intégralité des épreuves, tu es un peu en gestion, en fait, pour pas rentrer dans le rouge. Bah surtout au début. Au début, en fait, tu dois être en gestion, mais sans. Après, ça dépend un petit peu des compétitions que tu fais, mais quand tu es une compétition avec des mecs un peu coriaces, bah, tu es en gestion moins. C'est-à-dire que tu gères, mais tu essaies de garder le cap parce que tu sais qu'il y a des mecs à côté, parce qu'au fur et à mesure que tu connais en fait le niveau des mecs, tu sais où ils sont bons. Et si tu perds la distance, bah, c'est un peu compliqué. Donc, gestion, c'est un grand mot, quoi. La gestion, non, je dirais pas une gestion, peut-être une gestion plus ou moins sur le skieur. Mais à partir du deuxième workout, tu es beaucoup moins en gestion, quoi. Comment tu suis ton intensité d'effort durant l'épreuve? J'ai cru comprendre que les GPS marchaient pas trop. Est-ce que tu mets un cardio ou un truc pour suivre? Ou tu fais Alors plus à moi, la sensation? je t'avoue, j'en ai eu des montres cardio connectées, machin, tout ce que tu veux. Il y a plein de fonctions dedans. Je devais me servir à chaque fois de 5% des fonctions, à part le cardio, que je regardais beaucoup de cardio. Maintenant, j'ai ma montre à 10 euros chez Decathlon. Mais je suis pas très, ouais, j'ai jamais été. Alors c'est peut-être un tort, hein, c'est peut-être un tort pour moi sur certains mais j'ai toujours été plus au ressenti. On va dire entre guillemets écouter mon corps. Mais j'ai du mal à me caler sur une montre, un truc. Non, je suis plutôt au ressenti de même la course. Hein, je cours un petit peu au ressenti, quoi. Est-ce que tu sais, malgré tout, parce que j'essaye de trouver des repères, vu que j'y connais rien, tu vois, j'ai jamais fait d'Aerox. Est-ce que tu sais à combien de pulses t'es à peu près en moyenne durant ton Ouais, après Aerox? j'ai déjà couru avec des montres cardio quand même. Après c'est en moyenne. Après ça va dépendre des exercices, mais ça monte en gros à 100. Moi je suis à 175 hein, après. Ouais. Ah ouais, et ta fréquence max, c'est quoi alors? Tu montes à 190, 200? Ouais, je monte en maximum. Je suis monté déjà, alors pas forcément sur une Aerox, mais je sais que ma fréquence maximum, je crois que c'est 100. Il y a quelques temps, hein, il y a déjà un moment, mais Quand c'était tu étais jeune? voilà, jeune. C'était 195. Ah ouais. Ça va, Après, la faculté sur une Aerox, c'est surtout de pouvoir redescendre peu importe ta pulsation, mais de pouvoir la redescendre assez rapidement pour être efficace sur le prochain atelier. Et sur le rameur, pareil, tu skis, tu tires 3,30? Moins? Alors sur le rameur, c'est un peu différent. Après, c'est une stratégie aussi, hein, quelque part au rameur. Finalement, au rameur, non, je suis un peu moins. Je tire à peu près à une 48. Ok. Une 48, une 50, parce qu'évidemment, tu es à la moitié de l'épreuve. Bon, tu as quand même laissé quelques gouttes sur le parquet. Donc, ce qui fait, c'est que le rameur, je veux pas dire là, encore une fois, un petit peu une espèce de gestion. Bah, le fait déjà d'être assis, bon, évidemment, la pulsation va redescendre. Mais j'essaie d'optimiser mon mouvement, d'avoir une belle technique pour essayer de récupérer ce que je peux récupérer, pour envoyer surtout sur la fin. On va dire que ouais, je suis après une 48, je pourrais être peut-être à une 42, mais ça serait un peu un risque sur la suite, quoi. Sur un 1000, une 42, une 48, ça fait 12 secondes. Ces 12 secondes, elles peuvent se faire, elles peuvent se reprendre en quelques instants après un run pourri, quoi. C'est quoi pour toi l'épreuve la plus difficile? La plus dure, je pense, c'est les burpees. Ah, les burpees? Parce que tu es Ouais, les burpees. carbonisé, tu sens que ça monte. Bah, déjà, je pense pour les poids lourds, c'est pas l'épreuve la plus facile pour moi, je trouve.
Ça me fait monter le cardio, mais énormément. C'est celle qui fait monter le plus le cardio, hein. Je pense que là, il Ah faut que je ouais? mette. Si je remets ma montre GPS, je pense que c'est là que j'ai le cardio le plus haut. Ouais, c'est vraiment les burpees. Ouais. Dès que tu ressors de là, en général, je mets 300-400 mètres à me remettre vraiment de cet exercice. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et t'estimes que c'est quoi ton point fort? Alors, c'est les sleds, peut-être? Les poids Point lourds? fort, ouais, ça veut dire. Après, l'avantage de l'aéroc, je sais pas si tu as regardé un petit peu, mais c'est que tout est sectorisé, c'est-à-dire que tu sais exactement ton temps à chaque épreuve, tu connais ton classement à chaque épreuve. Donc, si je reprends un peu ça, mes deux points forts, c'est le sled pull et les wall balls. Ok. Les wall balls, tu les fais unbroken? En général, je l'ai fait une broken maintenant. Ah ouais, putain, ouais, solide. Là, j'ai appris à aller. En fait, je comprenais pas pourquoi les mecs faisaient pas une broken. Bon, Non, c'est non, non, pas. mais. Non, mais je me dis, mais attends, c'est quelque part, c'est la dernière épreuve, quoi. Tu te dis, bah, t'as plus rien à perdre. Vas-y à fond, même si t'as mal. Ouais, tu te fais tes petites techniques mentales et ça passe. Même si des fois, je t'avoue, c'est pas toujours passé, hein. Je dis ça après, il y a le. Mais c'est vrai que je me dis, c'est la dernière épreuve. Bon, voilà, on donne tout. Après, je pense que j'ai enfin, un bon gabarit pour les wall balls avec. Bah, quand on est grand, c'est. Moi, j'ai déjà mesuré le bras tendu, je suis genre à déjà 2,65 m. Voilà, donc il te restera 35 35 centimètres. centimètres, ouais, donc c'est pas de la grand-chose, cible. quoi. Franchement, je pourrais juste faire ça, quoi, tu vois, mais bon. Après, c'est une question de mobilité au niveau des chevilles. Beaucoup de gens, des fois, sont grands, ils sont assez bons. Ouais, Mais voilà, moi, c'est ça qui limite un peu, ouais. ouais, à cause de la mobilité, des fois, ça les handicape. Moi, je suis pas trop mauvais, je suis pas hyper mobile, mais en tout cas, au niveau des chevilles, au niveau du mouvement, je suis assez confort. Ouais. Donc, ma signature, on va dire, le wall ball. C'est bien, ça peut être un bon titre. C'est ma signature, les wall balls. Euh, je reviens sur ton parcours. Donc, toi, tu viens de la muscu. Donc, t'es un peu plus vieux que moi, mais bon, c'est à peu près la même génération. Donc, tu as commencé la muscu, j'imagine, dans les salles associatives, avec l'objectif de devenir énorme et sec, quoi, comme c'était à l'époque, avec le bodybuilding, Non, tout non, j'ai ça? commencé Non? j'ai commencé la muscu alors je veux dire exactement en 96. J'ai la mère qui avait son bureau, travaillait juste à côté d'une petite salle de sport, mais vraiment une salle de sport à l'ancienne avec un ancien culturiste qui tenait ça, des machines culturistes où tu rentres dans la salle, t'as pas le droit de faire ce que tu veux et le mec il dit ce que tu fais, ce que tu fais pas et quand t'as 16 ans, t'es un peu arrogant et t'as envie de toucher à tout. Donc j'ai fait 2 mois dans cette salle-là, je me suis fait virer après parce que du coup je voulais toucher à tout et à un moment bah tu connais pas et j'ai pas cassé la machine mais les poids je les maîtrisais pas très bien. Donc voilà, j'ai commencé assez non, j'avais plutôt un complexe en fait à cet âge-là. Quand j'étais gamin, alors je pense qu'en musculation, plus ou moins, j'ai l'impression, hein, avec le recul, il y a chacun avait un complexe soit trop gros, soit trop maigre. Moi, je me sentais ouais pas trop bien dans mon corps, et j'avais pas trop de succès avec les gonzesses. Combien tu pesais au début, tiens? Au début, je pesais, alors j'essaie de me rappeler un petit peu, mais j'avais 16 ans, j'étais un peu plus, j'ai toujours été sportif, mais un peu rond, tu vois. Ok, Donc, donc t'étais un peu gros alors au début. ouais, je devais faire 80. À l'époque, je devais faire 85 kilos, mais pas musclé, tu vois. Ah ouais, donc t'étais bien lourd déjà à 16 ans. Ouais, ouais, il y avait un peu de lourdeur. Donc au début, j'ai fait pour prendre pour me muscler. Après, j'avais tous mes idoles à l'époque. Mon idole, c'était Superman, hein, pour te dire. Ah ouais, bah c'est une bonne idole, Superman, quand même. Surtout après, c'était une époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait Lois et Clark, c'était vraiment le Superman. Bien sûr, les aventures de Lois et Clark avec Dean Cain. Ouais, et je voyais, à un moment, je me rappelle encore, il était assis sur son lit, on voyait ses pecs. Je dis, putain, je veux les mêmes pecs. Non, mais il était énorme, il était pas super sec, mais il était Ouais, assez mais ouais, massif. avec mes yeux d'adolescent, je voyais ça pour moi, c'était un peu mon idole de musculation. Et après, j'ai jamais eu la rigueur après, j'ai commencé à justement faire de la prise de masse, j'ai pris du poids, etc. Je suis passé jusqu'à 80, je crois que je suis monté à 97 kilos, je crois. Alors, pas sec, hein, pas sec, mais bien, tu sais, comme un jeune qui est bien volumineux, quoi. Bien massif. Bien massif, mais j'ai jamais eu la prétention de vouloir faire des compétitions, même si j'étais dans une salle à un moment qui poussait un peu compétition. Mais j'ai pas eu cette rigueur de me dire, moi la bouffe, c'est trop compliqué, quoi. C'est vrai, t'as du mal à te restreindre? Ouais, c'est en fait la prise de masse pour moi, ça n'aurait été pas le plus compliqué, mais c'était surtout de se restreindre dans la bouffe. Non, la sèche et tout, j'ai jamais été très bon là-dedans. Putain, c'est bizarre ça, parce que on va en reparler après, mais aujourd'hui, tu as un physique incroyable. Car moi, quand je te vois sur les photos, je t'ai mis en couverture de mon article iRox. Ah, Je dis, voilà, si c'est l'athlète, tu dis, waouh, putain, c'est nul, quoi, le gars est sec et tout. ouais, mais c'est pas par rapport à une restreinte de bouffe, c'est surtout plutôt par la dose de sport que je peux faire, je pense. Et évidemment les années de sport que j'ai pu faire auparavant. Combien de temps a duré cette période muscu-muscu?
Alors, la période muscu, elle a duré vraiment. Alors, au début, j'ai fait une grosse période muscu pendant de 16 ans, on va dire, à 20 ans. Enfin, de 16 ans à 20 ans, avec un petit passage d'anorexie entre deux, où j'ai perdu à un moment 30 kilos, je crois. Ah ouais? Alors, enfin, moi, c'était un peu tout ou rien à l'époque, hein. Soit je prenais du poids, soit j'en perdais. Alors, moi, j'en ai perdu pas loin de 30. J'étais arrivé à, alors pas 30, hein. Je devais être à 60 kilos. J'étais arrivé à 60 kilos, mais très, très maigre, quoi. J'étais un peu limite, c'était un peu limite anorexie, quoi. C'était anorexie, mais avant d'aller à l'hôpital, tu vois. Donc, Ah ouais. et après, j'ai bien repris la muscu, et la muscu vraiment à fond ouais, jusqu'à une vingtaine d'années. Jusqu'à une vingtaine d'années. Après, j'ai continué parce qu'après, je suis parti travailler à l'étranger. Et donc, du coup, j'étais un peu moins dedans, mais on va dire à 5-6 entraînements on va dire entre 5-6 entraînements par semaine jusqu'à 21-22 ans, ouais. Et après, qu'est-ce qui t'a fait ralentir la muscu alors? Après, je suis parti, après, justement, toutes mes ambitions parce que tout le complexe que j'avais sur mon physique, ou quoi, j'avais et après, finalement, en fait, grâce à la musculation, moi, j'ai réussi à retrouver confiance en moi, etc. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Bien sûr, mais bah, comme nous tous, hein, de toute façon. Ouais, ouais, et du coup, après, je suis parti au Club Med, donc en tant que géo. Je sais Oh, pas si tu... Popeye! Voilà, c'était un peu ça, ouais. C'est Popeye! Donc, je rêvais, en fait, de partir au Club Med et je suis parti pendant 6 ans là-bas. Donc, je continue à m'entraîner, tu vois, parce qu'il y a souvent des salles de sport là-bas, mais pas de la manière que je faisais avant, quoi. Ah ouais, donc là, ça nous amène genre à 28 ans. Ouais, 28 ans, ouais, ouais. Et alors après, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, t'es coach. Ouais, après, ouais, si je reviens en arrière, j'ai commencé ma formation à 17 ans. À l'époque, on passait un tronc commun qui durait Ah, plus ou bah t'as moins passé comment? T'as passé quoi? Un Acumède ou un BMF? un BEMF. Ah, t'étais une danseuse alors. J'étais une danseuse, mais à la base, je voulais pas faire ça et j'ai appris à faire du step et je trouvais ça trop nul et finalement j'ai adoré pendant des années, même si j'ai jamais été très bon là-dedans, quoi. Je voulais entre guillemets devenir une référence du step, mais je me suis vite aperçu que bah, j'étais pas une référence du tout. Et donc à 17 ans, j'ai commencé finalement après avec les histoires de rattrapage, je l'ai eu à 20 ans. J'ai été diplômé à 20 ans. Donc j'ai mis 3 ans pour le passer. Ça a été long, mais j'étais content content d'y arriver. Et donc à partir de 20 ans, je suis devenu, on va dire à l'époque, on appelait plutôt ça éducateur sportif ou prof de muscu ou prof de fitness, quoi. Et donc, pourquoi tu finis au Club Med déjà? Parce que c'était mon rêve en fait de partir là-bas et voilà de séduire un peu plus que ce que je faisais dans ma ville où je séduisais personne. Et, J'ai- et, et donc, t'as assez séduit pour arrêter après. Et après, je pense que voilà, bon, sans donner d'indication, mais ouais, après, je pense que j'ai eu mon quota et je me suis dit, à un moment, c'est bon, j'ai fait 6-7 ans là, au Club Med. Après, au bout d'un moment, tu fais le tour, hein. C'était cool, j'ai eu une belle expérience, j'ai fait la fête, on s'est bien amusé, je faisais beaucoup de sport, j'étais animateur sport là-bas, mais voilà, après, j'ai fait le tour, je pense, à un certain moment. Quand t'es rentré du Club Med, qu'est-ce que t'as fait comme boulot alors? Après, non, après, le problème, c'est que le Club Med, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire que je suis reparti, fallait que je parte direct, fallait que je fasse un projet, quoi. Mon projet, je suis parti 1 an en Australie, en pensant partir coach, mais bon, finalement, là-bas, quand t'as un diplôme français, enfin, un diplôme étranger, c'est hyper compliqué, ils te demandent de repasser tes diplômes, tes machins. Finalement, je me suis retrouvé à travailler dans on appelle ça les montages de Barnum, c'est les grandes tentes, d'événementiel. Je Donc, vois. parce que c'était un métier un peu physique, donc ça m'a plu. Je fais ça pendant un an. Et après, au bout d'un an, je suis parti de l'Australie et là, je suis arrivé à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en tant que, on va dire, maintenant, le métier de coach existait, donc c'était en tant que coach. Et donc, dans une salle où t'allais chez les gens? Non, j'étais au CMG, enfin, au Club Med Gym à l'époque. Donc, en fait, c'est parce que je connais un mec du Club Med qui m'a dit, voilà, dès que tu reviens à Paris, je te trouve une place dans un Club Med Gym. Et là, j'ai commencé le Club Med Gym. Mon ambition, c'était coach personnel, quoi. Donc, j'ai trouvé rapidement de la clientèle et j'ai rapidement travaillé en tant qu'indépendant, en tant que coach, ouais. Et depuis, donc, t'es coach toujours? Je suis toujours coach. Après, j'ai évolué d'une certaine, de certaines façons, mais ouais, je suis toujours coach indépendant, hein. Je suis à mon compte. Je fais comme tout le monde maintenant, je suis un peu dans l'air du temps, de la programmation. Ouais, parce que j'ai vu que t'avais un e-book sur l'entraînement Aerox justement. Et puis j'ai cru Ouais. voir sur tes réseaux aussi que tu coachais un peu en Aerox aussi.
en one-to-one ou... Ouais, alors maintenant, c'est vrai que, bah, évidemment, du coup, on me demande, à l'époque, évidemment, quand je suis arrivé à Paris, c'était très, très muscu. Donc, j'étais vraiment axé muscu. Donc, j'avais le profil muscu. Donc, je coachais essentiellement en muscu. D'ailleurs, il y a encore une dizaine d'années, quand je suis arrivé en 2009 à Paris, on se posait pas trop la question. Encore une fois, la salle de sport, c'était la muscu ou les cours collectifs. Et les objectifs des gens, c'était soit de perdre du poids, soit de sécher, soit de prendre de la masse musculaire. Maintenant, les choses ont évolué. Je pense que ça s'est sectorisé avec l'arrivée du CrossFit, après plein de franchises qui sont arrivées. Et maintenant, comme je suis entre guillemets, je suis un peu catalogué Aerox, donc je fais pratiquement que du coaching autour de l'Aerox au final. C'est cool ça. Bah écoute, ouais, pour moi c'est une aubaine. En plus, c'est comme c'est en même temps une passion et enfin bon, c'est mon sport et ma passion, donc c'est cool, quoi. Et au niveau de ta pratique, donc au début, tu étais un peu prof de fitness, donc tu faisais beaucoup d'heures. Je vois un peu l'histoire du step, du LIA. Ah ouais, bah, carrément, ouais, c'était à fond. Mais après, ouais, j'ai fait beaucoup, ouais, beaucoup de cours, voilà, tous les concepts, body pump, body attack, body machin, etc. Et c'est vrai que on te consomme beaucoup, mais quelque part, ça m'a permis aussi de me faire une sacrée condition, parce que moi, j'ai toujours pris ça quelque part pour mes entraînements, quoi. Je me disais, tiens, j'ai ce cours-là, bah, j'y vais à fond, ça va me mettre dedans, je vais être content. Je prenais plutôt un plaisir à faire ce genre de cours. Jusqu'à un moment, bah, ça te lasse un peu, quoi, d'être juste pris pour entre guillemets, bon, pas un guignol, mais presque. Bah, un géo, quoi, c'était vraiment ce truc-là. Ouais, après, Je me souviens en que plus, comme j'avais gardé un peu ouais, encore, maintenant, je pense que avec l'âge, j'ai un peu changé, mais j'avais toujours cet état d'esprit un peu géo pendant des années après l'avoir quitté. Donc, je suis toujours un peu le mec un peu drôle. Donc, vraiment, bon, voilà, après, j'ai fait un peu le tour. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien faire autre chose. Après, tu vieillis un peu. Tu dis, bah, attends, je vais pas être coach, je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Malgré tout, que je me dis, bon, je suis peut-être un des rares coachs qui est encore en activité depuis 2001. Donc, là, c'est possible. mais ouais, j'ai évolué avec mon temps, on va dire. Tu disais que voilà, tu étais très muscu, et dans le podcast Sweet Story, tu parlais de tes perfs en muscu, donc je renvoie vraiment à ce podcast pour pas faire doublon, c'était vraiment bien. Tu n'avais pas des perfs exceptionnels en muscu. Est-ce que tu crois que ça vient justement bah, de tous ces cours que tu as pu donner, qui finalement, ça te faisait un volume cardio énorme, quoi? Ouais, alors en muscu, c'est vrai que comme je disais, hein, la muscu, j'en ai fait beaucoup. J'étais très muscu, mais j'ai jamais eu des perfs de malade au niveau en force en tout cas. J'ai jamais été très bon. J'ai toujours travaillé un peu plus, on va dire, l'hypertrophie, mais sans chercher à travailler des charges lourdes. J'ai essayé, hein, mais jamais je me suis aperçu que j'ai jamais eu cette fibre musculaire qui a fait que j'ai jamais été très très fort en comparant à des mecs de mon gabarit qui soulevaient 30% plus que moi, quoi. Et est-ce que tu penses, je dérive un peu rapidement, que si tu développais ta force, même si après 25 ans d'entraînement, là, c'est peut-être plus d'actualité, vu ce qu'on sait, euh, est-ce que tu penses que tu serais meilleur en Irox en étant plus fort? Alors, je pense que d'une manière, ça pourrait aider, mais après, je vois un petit peu la balance entre le facteur, pour moi, le facteur risque. Maintenant, maintenant, j'ai appris à m'entraîner un peu différemment. C'est-à-dire que je me dis travailler trop lourd maintenant à ce moment-là, je suis pas sûr que ça me fasse un bénéfice. Ce serait plutôt peut-être prendre des risques pour rien, d'aller chercher des charges peut-être trop importantes que je maîtriserais peut-être pas forcément et que je me blesserais au final. C'est un peu ma philosophie actuellement. Ah bah alors, par contre, il y a un truc sur lequel je veux revenir, et j'aimerais la vérité. Tu as dit dans le podcast Sweet Story que tu faisais 10 tractions, mais pas facile, facile. J'ai du mal à y croire quand je te vois. Donc, dis-nous combien tu mets en traction lestée pour qu'on rétablisse la vérité. Ah non, mais je suis vraiment, non, mais encore une fois, je suis Non, pas. c'est pas possible, tu veux pas 10 tractions. Alors, si je fais, on va dire, une traction Tu fais stricte, 10 fois 10. Tu fais 10 fois 10. non, 10 fois 10 avec 5 minutes de récup entre chaque, quoi. C'est fou parce que quand je te vois, je me dis, ouais, il fait 10 fois 10. Ouais, je me dis, Même non, non, après, en traction, voilà. Si je mets, voilà, je vais mettre 20 kilos, si je fais, je peux faire 8 reps avec 20 kilos lestés, ah, voilà, voilà. mais en faisant des tractions pas très Moyenne, catégoriques. quoi, moyenne. Voilà, moyenne. Mais Pas des comme, tractions bodybuilding, non, mais voilà. parce que comme on est dans l'air un peu du CrossFit et tout, maintenant, quand tu fais des tractions en salle de sport, on te regarde un peu bizarre. Si tes tractions elles sont pas tendues, on va te dire, c'est pas des tractions. Enfin, c'est toujours un peu. En plus, moi, comme j'évolue dans une salle de CrossFit actuellement, si tu tends pas les bras, on va dire, ah.
t'as pas tordu les bras, c'est pas une traction ton truc. Donc voilà, Bah, c'est pour te protéger, c'est pour éviter à chaque fois de te traumatiser. Ils sont jeunes, c'est pour ça. ouais, voilà, c'est. Mais non, voilà, donc non, mais globalement, sincèrement, je peux pas dire que j'ai été fort en muscu. J'ai été fort au niveau du volume musculaire. J'ai réussi à atteindre un bon volume musculaire par rapport aux charges, mais j'ai jamais été hyper puissant. Peut-être un peu les jambes, Ouais, mais j'ai entendu que tu faisais des séries de 10 à 110 au squat. Donc c'est ouais, quand même voilà, pas c'est ça. mal. Ça, c'est pas mal quand même. Même encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être que je pourrais faire un peu plus, mais je cherche pas plus. Tu vois. Je suis plus dans une optique. Maintenant, je préfère travailler Maintenir. différemment. Peut-être mettre soit de la vitesse, soit mettre enfin, un peu plus de vitesse sur les mouvements, mais en allant chercher une charge pas trop lourde non plus. Et ça va, ça te démotive pas de te dire je maintiens un peu mes perfs, même si tu essayes autour d'accentuer la difficulté? Alors encore une fois, peut-être que peut-être que ça pourrait m'aider d'aller chercher un peu plus loin. Mais après, en aérobic, il y a tellement de qualité physique à avoir que il y a plus la muscu. Tu vois, en muscu, maintenant, j'essaie au moins d'être resté à 3 séances de muscu par semaine. Alors qu'avant, j'en étais comme je te disais, à 4, 5, 6 par semaine. Du coup, le facteur force est quand même beaucoup moins important enfin, beaucoup plus important. Enfin, t'es noyé entre le travail de l'endurance, le travail de force, le travail de compromise entre le force et l'endurance, la course à pied, etc. Donc, il y a beaucoup de qualités physiques à travailler. Donc, la muscu, je pense que voilà, je vais pas dire que, pour moi, ça reste entre guillemets par rapport à certains profils. J'ai un point, malgré tout, c'est quand même un point fort pour moi parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font de l'aérox qui ont jamais fait autant de muscu que j'ai fait, quoi. Et j'ai cru comprendre aussi que tu faisais en gros 4 séances de course à pied, donc 3 muscu. Il reste quoi dans ta semaine encore Dans la semaine, il reste. Alors, mes semaines sont pas forcément identiques l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Bon, je me donne un cap. Un cap, c'est ça, c'est 4 séances de running, à peu près 3 séances de muscu. Les muscus, surtout ma séance importante pour moi, muscu quoi? c'est dos, épaules et jambes. Ça, c'est le plus important par rapport justement Et tu fais pas les pecs? bah, je l'ai fait franchement, j'aime bien, pourtant j'aime bien, hein, mais c'est vraiment la séance bonus si vraiment j'ai le temps j'ai le temps dans la semaine, quoi. Et après, je préfère faire plutôt les bras que les pecs, tu vois. Et après, non, il y a encore beaucoup de séances derrière. Il y a beaucoup de vélo à basse intensité. Quand tu dis Euh, beaucoup, c'est quoi? Tu fais 3 séances, 4? euh, alors plutôt, ça va être, on pourrait être 3-4 heures par semaine de vélo. Ah ouais, putain, ok. Quand je dis du vélo, c'est du vélo, souvent du vélo en salle, hein. Ouais, 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 je vois du biker ou du watt bike, un truc. Ou l'été, l'été, quand j'ai l'occasion, j'ai un pote qui fait du vélo autour de Longchamp. Enfin, à Paris, il y a une piste qui s'appelle Longchamp et tu peux faire des vélos en boucle. Et ça, c'est assez cool. Donc, j'y vais l'été quand il y va. Mais globalement, voilà. Après, il reste toutes les séances qu'on appelle de compromise run. Donc, en général, au moins une par semaine. Donc, ça, on va dire, c'est l'entraînement le plus spécifique, c'est de courir et de faire un exercice derrière. C'est de courir et de te charger sur certains exercices, soit du spécifique spécifique avec l'exercice aérox, ou soit du travail de renforcement musculaire, tout simplement. Et est-ce que tu fais des fois des séances, tiens, je pense qu'on n'est plus là, mais genre uniquement chariot par exemple? Sled pull, sled push? Ça peut m'arriver. Ou Ouais, ça. uniquement, je sais pas, marche kettlebell, tu vois, un truc comme Alors, ça? non, non, plutôt à la gare sur les sleds. Les sleds, donc, ça peut aussi inclure certaines séances. Mais ça, je veux dire, c'est les séances qui sont pas forcément régulières pour moi. Je veux pas me dire, tiens, toutes les semaines, je fais une séance de sled, absolument. Je vais plutôt les travailler sur certains cycles, je vais les travailler 2, 3 fois, enfin 2, 3 fois par mois. C'est en plus un petit peu de l'entraînement, mais après, ça va aussi dépendre aussi de la sensation de la semaine, si trop de fatigue engendrée. C'est les séances que je rajoute si j'ai la forme pour le faire. Si je récapitule, t'es à 11-13 séances par semaine. À peu près, ouais. Alors, c'est au moins 2 séances par jour, en fait. C'est sûr, presque 2 séances par jour. Et comme je t'ai dit, des fois le week-end, des fois souvent j'ai ma séance de compromise run le samedi avec mon mini-groupe qu'on a créé. Euh, donc tous les samedis, on se retrouve faire notre séance de compromise run, soit sur le stade, soit dans un endroit, soit dans une salle, etc. Ah, c'est énorme comme volume. Ça fait combien de temps que tu fais ce volume d'entraînement? J'ai commencé en fait avant l'Aerox, j'avais fait les Spartans, tu vois, les Spartans, donc j'étais déjà habitué à un certain volume d'entraînement quand même. Je l'ai fait à un bon niveau au départ, après je m'en suis un petit peu lassé, donc j'avais un petit peu ralenti. Bon, on va dire à ce niveau-là d'Aerox, je pense que je me suis jamais autant entraîné, mais ça fait 2, 3 ans que je suis à peu près à ce niveau-là, ouais.
à ce rythme-là. Voilà, pour donner un ordre d'idée, c'est entre 12 et 16 heures par semaine. Et ouais, parce que tu fais des séances qui durent en gros 1 heure, quoi. 1 heure, après, j'ai des petites séances aussi. Des fois, c'est des séances, tu vois, ce matin, j'ai fait ma séance d'eau, ça durait 40 minutes. Tu vois. Et est-ce que tu as avec l'âge, surtout, des douleurs un peu articulaires, tendineuses? Des petites Euh, tensions à gérer? Ouais, alors j'ai des fois des petites douleurs qui arrivent ponctuellement, mais des fois qui disparaissent. J'ai eu plus de douleurs dans le passé. Enfin, il y a 3 4 ans, j'ai eu pas mal de douleurs sur les genoux. Je me suis bien fait prendre en main par un super médecin. D'ailleurs, s'il écoute, Christophe Mignot, un mec sur Paris, si vous avez des problèmes de genoux, il faut aller le voir. Il m'a bien mis en place avec toute son équipe de kiné, etc. J'avais une fissure sur chaque ménisque de chaque genou et j'ai fait quelques infiltrations et là, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, maintenant, c'est un travail de longue haleine. Et encore une fois, la muscu, c'est aussi pour prévenir toutes ces pathologies que je peux avoir. Mais ponctuellement, ouais, des fois, j'ai des petites douleurs, par exemple, un petit peu hautes, des fois un peu au dos, des fois un peu au coude, etc. Mais tout ça, ça se gère pour l'instant bien. Elle est où ta marge de progrès? Sur quelle, comment toi, tu vois ta progression dans les années à venir? Sur quoi tu peux progresser? Bah, alors moi, c'est vrai que souvent, bon, ce qui est souvent un compliment pour les gens, et bon, pour moi, bon, je pense ça aussi. C'est Je bien sais, pour hein. ton âge. Voilà, c'est exactement. C'est pour ou des fois, c'est une source d'inspiration, et j'en suis content, ça fait plaisir. Bah, moi, franchement, quand je regarde ce que tu fais, je me dis, putain, c'est incroyable. Je me dis, putain, tu vois, je pense même pas à ton âge, mais je me dis, putain, c'est incroyable. Tu vois, je dis pas pour ton âge, je dis, putain, le mec, Non, c'est mais une bête, quoi. non, mais ceux qui disent ça, c'est souvent des gens, des gars comme mon âge, et je le prends. Non, mais en fait, je le prends pas mal. Je sais que c'est de bonne intention, mais dans le sens, je me donne pas de limite. En fait, pour moi, je continue, et l'évolution, c'est ça, surtout dans le running. Malgré tout, par rapport à l'élite mondiale, j'ai un gros retard sur la course à pied. À combien courent tes concurrents, en moyenne? Sur le kilomètre, je pense que pour les meilleurs, j'ai un manque, on va dire presque ouais, de 10 à 15 secondes par tour, Ah ouais, putain, c'est énorme, ah ouais. ce qui est énorme, et que j'essaie de compenser sur certains workouts. Mais les mecs, comme le niveau monte, même eux, ils montent leur niveau au niveau des workouts, donc le niveau, il commence à céder. Donc le seul moyen de bien rester dans l'élite, c'est d'avoir un gros niveau de course à pied, en gardant un bon gabarit, je dirais. Ah ouais, et tes concurrents font ton gabarit? Parce que on n'a pas dit, mais tu fais Franchement, 1,87, 92 kilos, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça, 80, alors, des fois je dis 87, mais en fait je fais 86, je crois. Bah, t'es un acteur américain, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, c'est avec les talons. Le poids, ouais, le poids, ça vacille entre 90 et 92. Et les Même gars si, font le même gabarit que toi? il y a tout, en fait, il y a vraiment tous les gabarits, hein. Après, il y a tous les gabarits. Malgré tout, je pense qu'il y a un profil qui se crée, c'est quand même des mecs assez grands et assez lourds. On va dire, si on prend le champion du monde, c'est un mec qui fait un peu ma taille, je dirais, je pense à 1m85 et qui doit faire 85 kilos. De ce que je remarque, la plupart des meilleurs sont très longilignes, ont des longs segments, tu vois, des longs bras, des longues jambes, quoi. Est-ce que Ouais. ça, je vois juste? Ça, c'est juste, hein. C'est clair qu'on voit souvent des mecs, tu vois, il y a un mec qui s'appelle. Alors là, lui, c'est le type vraiment des grandes jambes et des grands bras. Il s'appelle Dylan Scott, c'est un Américain. Il est tout maigre, tu te dis, mais il sort de nulle part, mais c'est vrai que quand tu penses, il a des grands segments, donc sur certains mouvements, ça l'aide pas mal. Et après, il a un cardio de ouf. Mais ça, il y a quelques exceptions, en fait, au sein des meilleurs. Tu as des mecs qui ont des profils un peu atypiques, on va dire. Qui sont atypiques, ça veut dire ils sont à moins de 80, voire 75 kilos, quoi. Est-ce que pour progresser en course à pied, tu te fais coacher ou tu gères toi-même ton entraînement? Tu sais, dans le sens où, ce que je dis souvent, moi, je me suis rarement fait coacher et c'est très difficile pour moi en tant que coach, qui est sa méthodologie de se faire coacher. Est-ce que toi, tu te coaches toi-même sur la course à pied, par exemple, là où tu veux gagner? Ou tu as quelqu'un qui Euh, t'aide un peu là-dessus? non, non, je me suis toujours coaché tout seul. Pourquoi? Parce que alors, pas parce que je suis un super coach, quoi. Juste parce que j'ai toujours adapté par rapport aussi enfin, à mon rythme de vie. Après, je me documente beaucoup, en fait, et je regarde beaucoup, enfin, j'observe beaucoup ce qui se passe à côté, les livres, enfin, maintenant sur YouTube, on trouve tellement de super informations que mais après, justement, cette réflexion, je me la suis posée il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir un peu de ma zone de confort. Alors, forcément, en muscu, je pense que j'ai pas forcément Non, mais besoin. sur le run, par exemple, c'est comme Sur c'est le là que tu run, manques. Parce que sur le mais reste, je suis pas sûr que quelqu'un puisse l'apporter, clairement, mais. sur le run, je me suis posé la question et je me dis, ça serait pourquoi pas aller. Parce que quelque part, quand on se coach,
déjà, on reste sur un champ de vision des fois pas assez large. Et je pense que le fait d'aller voir un coach vraiment spécialisé pourrait m'élargir. Donc, j'ai des pistes pour justement, souvent, c'était un de mes champs de réflexion de cette saison, c'est peut-être aller voir ailleurs pour essayer de progresser un peu mieux et de peut-être rester un peu moins dans mon confort ou dans ma façon de faire. Pourquoi tu fais autant de vélo et pas plus de course à pied? Est-ce que c'est parce que t'es lourd et que tu sens que les chocs te sont pas très bénéfiques? Ah, non, mais alors après, la course à pied, je te dis, vraiment, là, je dis 4 fois, mais bon, là, je suis monté presque à 5 fois. Mais le vélo, c'est surtout pour toute la zone enfin, des zones de récupération. On va dire, bon, c'est un peu la mode de la zone 2 aussi. Donc, travailler à faible intensité et surtout d'une manière à éviter les chocs. C'est vrai que pendant des années, justement, avec mes problèmes de genoux, je courais beaucoup moins avec tout ça. Donc, je faisais beaucoup d'entraînement rameur, skieur, vélo, elliptique, tout ce que tu peux trouver. Mais je trouve ça assez cool. Et en plus, le vélo, ce que j'aime bien, c'est que sur un vélo, tu passes 1 heure dessus et si tu as des trucs à faire sur ton téléphone, tu fais tes trucs. Ça permet d'avoir une récupération active. En de temps en temps, je le fais un petit peu d'une manière intensive, hein, mais pour l'instant, dans ma programmation actuelle, c'est assez rare. Mais ouais, c'est surtout je préfère faire 1 heure de vélo vraiment à très faible intensité pour pouvoir voilà, éviter tout ce côté choc, quoi. Hors antenne, tu me disais que ton record au rameur, c'était 6,15 au 2000, ce qui est Ouais. monstrueux. Est-ce que tu as un record sur le skier? Est-ce que tu as déjà fait un 2000 à fond ou un 1000 ou... Je crois que j'ai fait, mais enfin, là, je te dis des conneries parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Tout ce qui est un peu tout ce qui est perf hors compétition, Ouais, hors compétition. je fais rarement ça. Alors que du coup, j'ai pas trop de notions, mais je pense bah, déjà d'une, ça serait quand même beaucoup moins important parce que le rameur est quand même plus puissant que le skieur. La performance en rameur est genre le meilleur qu'en skieur en brut, hein. Si on prend enfin, voilà. Mais je pense que ouais, je pourrais tourner à 6,40, je pense, au rameur, au skieur, pardon. Ouais, 6,40. putain, ouais, c'est énorme. Ouais, t'as une caisse vraiment qui est incroyable, hein. Franchement, je comprends mieux avec tous les cours de géo que t'as donné. Mais putain, ouais, c'est incroyable, hein. Ah, c'est incroyable. Euh, si demain, je voulais faire un Irox, c'est quoi un peu les pièges à éviter? Tu vois, j'ai cru comprendre que dans les rocks zones, il fallait continuer de courir. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu dirais est-ce que sur chaque épreuve, il y a des trucs à pas louper ou des Bah, enchaînements voilà, à pas louper? on va parler un petit peu à une personne qui veut quand même se challenger, hein, on est Oui, bien d'accord? sûr, bien sûr. Bah, qui veut gagner, quoi. Voilà, qui veut quand même envoyer un peu. Voilà, bah, déjà, voilà, comme on disait tout à l'heure, en fait, bon, partir d'une manière, on va dire, prudente, sans être trop prudent, on va dire, avant justement le premier run, partir d'une manière modérée déjà, pour pouvoir justement monter crescendo. La rock zone, oui, la rock zone, en fait, c'est une zone de transition entre, je sais pas si j'en vois, entre le run et les épreuves. En moyenne, c'est une zone qui va faire entre 3 et 5 minutes, selon les endroits. En fait, il y a des endroits qui sera plus ou moins grand. Donc, effectivement, c'est une zone où on passe beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux déjà courir dans cette zone. Alors, pas forcément courir vite, même si à haut niveau, bah, tu es obligé d'aller chercher justement de perdre un minimum de temps, mais à un certain niveau, justement, d'avoir peut-être une course de récupération, mais de jamais t'arrêter dans cette zone, sauf pour éventuellement boire un verre d'eau, parce que la récupération, enfin, les ravitaillements sont dans cette zone-là, quoi. Donc, euh, et surtout de jamais s'arrêter, quoi. Quoi que tu fasses comme exercice, de jamais s'arrêter. Même si t'es mort, bah, vaut mieux avancer doucement que de pas s'arrêter. Par exemple, je sais pas, tu fais tes fentes. Des fois, je vois des mecs qui s'arrêtent pendant 10 secondes. Je dis, autant que tu fasses une fente pourrie et que tu t'avances, quoi. Et pareil, sur les wall balls, des fois, je vois des gens s'arrêter, ils s'arrêtent pendant 10, 15, 20 secondes. Je dis, non, maximum, on s'arrête 5 à 10 secondes et on reprend, quoi. Faut toujours être en mouvement, en fait, pour pouvoir toujours avancer, parce que c'est une épreuve où il faut avancer, quoi. Il y a eu un petit bug de connexion, tu m'entends bien, Geoff? Ouais, c'est bon, ouais, ouais. Ouais, c'est bon, c'est revenu là, tu m'as? Ouais, il y a des fois, ça descend et c'est revenu. Ouais, ouais, je vois que chez moi, le temps d'un coup est pourri, donc je me note pour faire une coupure à 46. Ok. Euh, sur le ski, tout à l'heure, tu m'as dit, voilà, pareil, pas être complètement à fond. Est-ce que, malgré tout, est-ce que tu as un RPE à me donner? Tu vois, est-ce que tu dis, par exemple, t'es RPE 7, RPE 8? Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait un peu
justement, j'ai pas de monde, j'ai pas de machin. C'est vrai, je travaille beaucoup avec le RPE, même dans mes coachings, j'aime bien utiliser le RPE. Je trouve ça hyper, pour moi, je trouve ça parlant. Je pense qu'après, c'est une sensibilité de chacun, parce que je vois des gens, ils sont calés sur les, il leur faut la montre, il leur faut la pulsation au prêtre. Mais voilà, le RPE, je trouve ça assez cool. Je dirais entre 7 et 8 sur le ski. C'était 8. Sur les sleds, j'ai entendu que quand tu étais en solo, après on parlera en duo, tu faisais des pauses tous les 6 mètres à peu près? En fait, moi, ce que je fais, c'est en général, c'est une longueur complète. Je fais la Ok. première complète. Et après, souvent, je fais des demi-longueurs. Donc, les demi-longueurs, vu que c'est 4 fois 12 mètres 50. Donc, je fais 12 mètres 50, on va dire unbroken, sans s'arrêter. Et après, je fais 6 mètres, 6 à 7 mètres. Et après, voilà, je coupe en deux. Là. Pas parce que je pourrais pas. Mais encore une fois, dans le RPE, bah, voilà, me situer plutôt à 8. Voilà, même sans trop se retenir, déjà à 8-9, déjà rien que par la charge. Donc, pour éviter de rentrer dans le lourd. Parce qu'il faut savoir que le sled, surtout le sled push, ça gorge tellement les cuisses que derrière, c'est quand même hyper piégeant. Donc, faut plutôt faire attention. Vaut mieux faire une pause en trop qu'une pause en moins et que tu payes juste derrière. Et sur la pause, pareil, tu fais un truc genre 5-10 secondes, pas plus? Ouais, 5-10 secondes. En fait, pour moi, c'est vraiment le facteur. Le temps, c'est 5 à 10 secondes. Encore 10 secondes grand max. Je dirais 10 secondes sur les demi-tours. Quand tu as fini 12 mètres 50, bah, tu prends ton temps de tourner autour du sled. Tu reprends que 3-4 secondes. Et là, ça fait 10 secondes. Mais si tu t'arrêtes en plein milieu de la piste, ouais, je dirais 5 à 6 secondes, quoi. Sur le sled pull, la même? Alors sur le sled pull, non, parce que finalement, sur le sled pull, comme tu tires la corde et tu dois aller la rechercher, donc c'est un peu ta pause finalement. Donc il y a pas Donc là, de... zéro pause, là, tu vas unbroken aussi. Non, bah, c'est pas forcément de broken parce que tu tires et à chaque fois tu recules et tu avances pour rechercher la corde. Donc finalement, physiquement, de toute façon, physiquement, le pull est quand même beaucoup moins dur. Tu sors beaucoup moins entamé du pull que du push. Le push, on va dire, c'est un ressenti d'effort, même en essayant de faire attention, tu es déjà à 9 sur 10. Alors qu'en pull, tu peux quand même gérer beaucoup plus ton effort parce que déjà, tu vas utiliser ton poids de corps, tu vas utiliser enfin, tes jambes pour reculer et avancer et c'est quand même physiquement beaucoup moins dur. Par contre, c'est plus long. Parce qu'évidemment, il y a tout ce moment où tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Donc les 50 mètres, c'est plus long, mais c'est quand même beaucoup moins traumatisant que le sled push. Donc il y a moins à retenir. Je dirais, le sled pull, c'est plus une histoire de technique. Parce qu'en général, le problème des gens qui y arrivent pas ou qui ont du mal ou physiquement qui sont dans le dur, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout la technique. Et du coup, tu te fatigues pour rien en tirant d'une manière, après en retirant de En tirant l'autre. avec les bras, quoi. Comment? En tirant avec les Ouais, bras. ouais, avec les bras ou en fait faire un mouvement presque. En fait, c'est comme tous les mouvements, faut les faire de la même manière à chaque tirage. C'est pas un moment où tu tires loin, l'autre tu tires pas loin. Tu commences à être complètement désynchronisé. Il faut être synchronisé sur ton mouvement. Et à partir du moment où tu es synchronisé, que comme une cadence, tu gardes ta cadence du début à la fin. Bah, c'est fatigant, mais c'est la meilleure manière pour garder aussi ton énergie derrière. J'ai entendu que des fois, il y avait des surprises avec le revêtement, Alors dans le ça, sens. ouais, Ouais. alors ça, c'est un peu le mystère de l'Aerox, c'est-à-dire même à la plus haute instance, jusqu'au grand PDG Christian Tose, un Allemand. J'allais dire bonjour en allemand, mais je sais plus comment on dit. Guten Tag, Wooden tag, ouais, exactement, c'est Ouais, ça. si les Allemands nous écoutent. Même eux savent pas trop, en fait. Pourtant, le revêtement, maintenant, il y a encore 2 ans ou un an, chaque pays, plus ou moins, avait son revêtement. Tu es allé, je sais pas, ils allaient à Saint-Maclou local et il y avait leur revêtement. Maintenant, il y a un revêtement standard, mais c'est vrai que d'une salle à l'autre, d'un événement à l'autre, ça peut changer. Alors, moi, je l'ai toujours mis sur le compte peut-être de l'humidité de la salle, du revêtement qui est en dessous de la moquette. C'est plein de facteurs qui peut un peu changer. Donc, ça, on est un peu indépendant. Pardon. C'est un peu le problème c'est un peu le problème actuel, c'est que d'une course à l'autre, bah, tu peux gagner plus ou moins 30 secondes parce que le revêtement Ah est ouais, c'est ouais, énorme. assez énorme. Est-ce que toi, tu as un gazon à me recommander pour m'entraîner? Alors, moi, après, tu vois, par exemple, les gens demandent ouais, où est-ce qu'on peut trouver les moquettes Aerox. Moi, je ne conseille pas. En fait, c'est la moquette sur les événements. Je pense qu'ils s'en servent 3 fois et après, ils la jettent. Parce qu'après, ça s'use vachement. Non, le mieux, c'est de prendre après, c'est un investissement, mais c'est de prendre les gros revêtements. Où, tu sais, t'as les marques au sol, où il y a marqué de 1 à Ok, 10. ouais, je vois. Dans la salle où je suis, à R2 Training à Paris, après, c'est sur mesure, ça va de 1 à 14, par exemple. Mais plutôt ce genre de truc, au moins, tu sais que ça va durer longtemps. Parce que on a eu l'expérience justement de mettre de la moquette, tu vois, un peu synthétique verte. Donc c'est bien, ça glisse bien, c'est super. Par contre, il faut les changer au bout de 3 à 6 mois selon l'utilisation. Ah ouais, ok. Donc Ok, ce que tu ouais, je me achètes demandais. 300 € d'un côté,
enfin d'une qualité moyenne, tu mets, bah, c'est un budget, mais je crois que tu mets entre 1 200 € et tu as une Ouais, super. ouais, ouais, c'est pas donné, j'ai Regardez regardé. un peu, ceux avec les numéros là sont beaucoup plus chers, ouais. Ouais, mais par contre, tu es sûr que ça va durer un moment. Après, faut juste faire attention que les gens ils jettent pas des poids dessus ou voilà. J'ai plus les épreuves en tête. La prochaine épreuve, c'est quoi après le sled pull? Après le sled pull, c'est les burpees. Donc là, la partie, comme on disait tout à l'heure, c'est la partie la plus, pour moi, la plus cardio. Même globalement, je pense que c'est quand même la plus cardio pour n'importe qui, hein. Donc là, tu la gères encore mieux là. En fait, justement, j'essaie de la gérer moyen, c'est-à-dire que je la gère, mais là, on va dire, si je suis en RPE, je suis RPE 9-10, quoi. Ah ouais, t'es à fond alors là. Ouais, parce que je peux pas perdre non plus trop de temps, quoi. Comme après, pour moi, c'est dur, mais j'ai une qualité physique, c'est que j'arrive à redescendre assez rapidement au niveau du cœur. Donc c'est, bah, enfin, rapidement. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je remets, j'ai peut-être 300-400 mètres pour récupérer, mais bon, ça va. Bon, on prend sur soi et ça passe. Parce qu'après, si vraiment tu t'écoutes vraiment, si j'étais à RPE 6-7, enfin 7-8, bah, je mettrais 1 minute de plus et ça se passerait bien, mais le gain serait quand même serait pas bon du tout, quoi. Faut quand même garder un cap, faut quand même garder un cap sur cet exercice-là, quoi. Et est-ce que tu fais des gros bonds à chaque fois? Au début, je faisais des petits bons. Maintenant, je me suis dit que je devais faire des gros bons. Même si la dernière fois, j'ai revu des vidéos de moi en train de faire des bons, j'ai l'impression que c'était des grands, mais je suis pas très, j'ai un problème, je suis pas hyper explosif, donc j'essaie de faire des grands bons par rapport à ce que je peux. Mais en gros, faut savoir que un 80 mètres de burpees broad jump, ça représente environ, allez, pour les meilleurs, peut-être 32 burpees et pour les Ok. entre 32 et 40, je dirais. Pour un petit bond, c'est parce que ça fait à peu près 2 mètres. Ouais, chaque fois, on fait 2 mètres avec le passage au sol, le saut, etc. Donc, faut s'entraîner à faire au moins 40 burpees, quoi. Mais vaut mieux, Ensuite, voilà, vaut mieux faire des bonds. Alors, parfois, je parle en solo, hein. Vaut mieux les faire grand, mais en gardant toujours un petit peu sur le pied, quoi. Pour pas s'exploser complètement les cuisses à la fin des burpees, quoi. c'est quoi pour toi ce qui est le plus dérangeant justement d'un point de vue musculaire? C'est les cuisses? Non, sur les burpees, Mais globalement, sur l'aerox, qu'est-ce qui te Ah gêne non, le sur plus? l'aérox, non, je dirais que c'est le cardio, hein. C'est cardio, toi, parce que j'ai entendu pas mal de gars qui disaient les mollets, des Ouais, non, fois. en fait, au niveau des jambes, j'ai quand même une bonne résistance au niveau des jambes. Même pour te dire, hein, sans être arrogant, mais quand j'arrive au wall ball, des fois, j'ai un peu les jambes gorgées à cause des fentes, évidemment. Mais limite, les wall balls, ça me fait récupérer les jambes, tu vois. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas les jambes le plus dur. Pour moi, vraiment, ouais, le plus dur, bah, justement, ça serait de m'améliorer en run pour pouvoir aller plus vite et enchaîner plus vite, au final. Sur le rameur, tu m'as dit que tu gérais. Là, encore un peu plus. Un peu, Ouais, là, enfin, alors je presque, gère. presque récup, qu'en exagérant. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on dit toujours on gère, mais on se revoit après en vidéo ou en photo. On n'a pas une tête de mec qui gère des fois. Non, mais ouais. En fait, voilà. Donc, ouais, d'une certaine manière, ouais, je gère. C'est en RPE, je suis à 8, quoi. RPE, je suis à 8. Je tire à une 40, voilà, à peu près une 48. J'essaie de rester en dessous d'une 50. S'il y a un peu d'enjeu, j'essaie de descendre à une 45, mais une 45, c'est un peu dur. J'avoue, là, quand tu arrives comme une fois, comme que je disais tout à l'heure, si je suis à une 45, une 42, les 6 à 12 secondes que tu as gagné, tu peux vite les regretter derrière. Ensuite. Ensuite, c'est le farmer carry. Bon, ça va. Ça. Ça va. C'est même globalement, je pense que ça va pour tout le monde. C'est pas le plus dur. Le seul truc à avoir en pro, je dirais en pro, ce qui est dur, c'est d'avoir à peu près le grip. Mais dès que tu as le grip, c'est super facile. Moi, j'ai des grandes mains, donc j'ai pas trop de difficulté à garder le poids pendant 200 mètres. En plus, tu as de la magnésie à volonté. Donc, tu mets vraiment tes mains à fond dedans. Donc, t'as les mains toutes blanches. Et normalement, ça colle aux mains, quoi. Et Ouais, ça, ouais, c'est pas j'allais dire, mal. j'ai essayé. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas. Après, voilà, après, c'est de courir avec et de faire un bon temps. Ça, c'est encore autre chose. Mais globalement, voilà, je dirais que les meilleurs se descendent quand même à 1 minute 15, hein. Moi, je suis plus à 1 30. Mais certains sont un peu vénères à 1 15. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Donc ensuite, tu as les fentes. Après, c'est les fentes. Donc là, est-ce que tu fais des grandes fentes ou des petites fentes? Est-ce que tu as une Non, non, j'essaie astuce? plutôt de faire quand même, globalement, de faire des grands pas. Ok. Mais je me dis qu'à la fin, 100 mètres, il faudrait que j'ai fait à peu près 90 fentes, quoi. Ah, tu fais 90 fentes. Ah ouais. Ah ouais, ouais, bon, ça fait beaucoup. Ah ouais, putain, je me rendais pas compte. Ah ouais, c'est une série de 45 de chaque jambe alors. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est après, surtout que, ouais, non, par contre, ouais, là, clairement, là, on parlait des cuisses, là, finalement, là, les cuisses, elles morflent bien, hein. Là, on est d'accord, parce que là, c'est quand même spécifique cuisses. Et là, les cuisses, elles sont complètement gorgées. Mais encore une fois, j'essaie surtout de jamais trop s'arrêter. Vaut mieux faire quand c'est dur, peut-être de faire un petit pas, une petite rep à la con, mais voilà, de pas trop s'arrêter longtemps.
Et donc après, il reste les wall balls où là, tu les fais broken. En général, je les fais. Ah, s'il y a de l'enjeu, s'il y a de l'enjeu, je le fais un broken. S'il y a des gens qui sont venus me voir, je le fais le broken, mais si des fois je me trouve sans enjeu ou quoi, parce que encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est la dernière épreuve et de toute façon il y a plus rien derrière. Après, malgré tout, je vais pas cacher qu'à 50, si je pouvais lâcher, je lâcherais, hein, parce que ça fait. Est-ce que tu fais comme au sled pull, Adopte un rythme que tu tiens. Ouais, en fait, en général, je mets un rythme. Après, il y a deux catégories d'unbroken. Il y a l'unbroken où tu vas être plutôt easy, où tu vas mettre un rythme modéré. Tu vas te laisser un petit peu pencher vers l'avant et tu vas les enchaîner. Et tu as l'unbroken où tu vas tenir bien droit. Ça va aller beaucoup plus vite, mais bon, ça va être beaucoup plus dur. C'est-à-dire que tu auras plus de tension sur les épaules. C'est-à-dire plus tu te repenches un peu vers l'avant, plus tu relâches un peu ton dos et ça te permet de relâcher un peu les épaules. Et plus tu restes droit, bah, plus tu es en tension vraiment sur les épaules. Donc ça joue en fait. Après, s'il y a vraiment un coup à jouer, tu peux gagner encore 15 secondes sur la vitesse et la technique de wall ball. Ok. J'ai vu que tu faisais aussi pas Mal mal. de duo avec notamment Jezabel qui avait un sacré physique, hein, qui était solide aussi. Je l'avais, elle n'est pas là pour déconner. Ouais. Je l'ai mis en photo dans l'article aussi. Je me suis dit, elle représente bien. En duo, comment tu te répartis les épreuves avec elle? Bah, en Encore. duo avec, bah déjà, ça s'est fait avec Isabelle. Bon, on se connaissait déjà des Spartans avant et on a eu beaucoup d'affinités justement avec l'Aerox. Et un jour, il y a son mari qui dit bah, pourquoi vous ne ferez pas une Aerox ensemble? Et ça a bien matché. Et d'ailleurs, aussi, il a signalé que c'est aussi la meilleure féminine en France. C'est ce que j'ai marqué. Comme on dit, les anciens tiennent le bout. Donc on se répartit. Alors, le mix, c'est un peu différent parce que le mix, c'est une épreuve assez stratégique. En général, sans prétention, normalement, le mec doit être un peu meilleur sur tout. Mais justement, par rapport à ça, bah, on va avoir une stratégie qui va qui va se mettre en place. J'aurai plus de rameurs, je vais terminer sur des gros cycles, sur certains exercices. En général, je termine toutes les épreuves. Euh, Après, il y a aussi, par exemple, on parlait des wall balls, mais finalement, le wall ball, vu que la femme, la cible est plus basse, la femme va faire en général pour nous en tout cas, elle va faire plus de reps sur le wall ball. Après, il y a pas mal de stratégies, on met pas mal de stratégies en place, surtout sur le running. J'essaie toujours d'être un petit peu devant elle, Pour faire le lièvre. ouais, voilà, j'essaie de faire un petit peu le lièvre des fois. Et des fois, c'est l'inverse, hein, parce que des fois, je vais terminer vraiment dans le rouge, elle va me mettre elle va me faire le lièvre sur un tour, après, j'essaie de remettre une cadence, etc. Mais c'est vraiment, je trouve ça hyper cool. Après, c'est vrai que le mix, faut faire ça avec une nana qui a quand même déjà un très bon niveau, parce que pour elle, c'est quand même piège que si c'est pour que le mec fasse tout, c'est pas non plus intéressant. Mais en tout cas, juste pour revenir sur Jézabel, elle a certaines, enfin, sur le rameur, des fois, je la vois. Moi, sur le rameur en double, je dois être à une 25, une 30. Elle a une 42. Bon, pour une nana, une 40, une 42, Ouais, ça c'est envoie énorme. Ouais, c'est une énorme. 38 des fois. Donc, elle tire aussi bien que Saint-Termec. Donc, Ah ouais, ouais, c'est énorme, hein. c'est aussi un monstre de nana. Donc, c'est pas. C'est en mix, mais voilà, elle a une certaine puissance. Ouais, c'est énorme. Et j'ai vu que tu avais fait aussi du relais. J'ai vu parce que j'ai regardé la finale des mondes en relais. Ouais, en fait, la finale des mondes en relais, en fait, c'est une finale dans le sens où en fait, ils sélectionnaient une personne par pays et chaque capitaine devait sélectionner son équipe. Et c'est la deuxième fois que je faisais ça. Je l'avais fait avec l'équipe Puma en fait à Bordeaux en avril dernier. J'avais trouvé ça super cool. Mais justement, j'étais content de l'avoir fait parce que c'est un effort mais complètement différent. Tu te mets vraiment, comme on disait tout à l'heure, tu mets la tête à l'envers pendant 10 minutes, 2 fois 10 minutes en général, enfin, plus ou moins selon la course et l'exercice, mais c'est un effort quand même hyper spécifique et hyper dur. Et alors ça peut se faire avec des potes d'une manière cool, mais en mode compétition, c'est pas cool du tout, quoi. Ouais, j'ai eu, bah, c'est vrai que ça a l'air. Tu vois, c'est vrai que je te parlais du solo, du double et puis du relais, où c'est quand même trois efforts un peu différents en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment trois choses différentes. Je dirais que évidemment, le plus dur, pour moi, c'est en solo pro. Après, il y a le double. Après, le double, là, je vais tester pour la première fois le double pro dans quelques semaines. Mais Là, j'ai l'impression que double pro, en fait, tu mets tarif, tarif, récup, récup, tarif. Tu fais voilà, que ça double en pro, tu fait. vois, j'ai pas encore l'expérience. Là, je vais le faire prochainement avec Guillaume Levoix, qui est le meilleur français en Open.
Donc on espère faire un beau truc. Mais ça sera mon premier en double pro, donc là je pourrais te dire si c'est dur ou pas. Mais ouais, je dirais le plus dur quand même, donc globalement, ça reste, je pense, le pro. Et le relais, pour moi, je trouvais ça, c'est un effort hyper violent parce que moi, je suis pas forcément explosif à la base, donc ça m'a paru très 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 dur. Au niveau de l'effort, c'est quand même un effort très court, mais très très intense. J'ai cru comprendre, mais je suis peut-être pas bien au point là-dessus. Tout ce système d'élite 15, est-ce que toi, tu fais les majors, les trucs comme ça? Ouais, en fait, depuis, on va dire depuis que ça a été mis en place, depuis que je suis arrivé, ouais, j'ai toujours été plus ou moins sélectionné bon, j'ai toujours été sélectionné dans l'élite 15. C'est-à-dire que l'élite 15, après, il y a eu plusieurs formes de qualification. Actuellement, la qualification, ils te prennent les deux meilleurs scores des 365 derniers jours. Donc, au bout de 360 au bout d'un an, ton score, il est out, mais il garde toujours tes deux meilleurs scores. Et les 15 meilleurs sont qualifiés pour les élites 15. Mais quand on est élite 15, parce que là, à chaque fois, je vois des destinations, tu vois, un peu lointaines, tout ça. C'est une invitation, mais est-ce que c'est pris en charge le déplacement, le logement, ou c'est tout à ta pomme? Alors là, c'est appel aux sponsors, là. Ah voilà, voilà, bah, c'était ma question, parce que je me dis, c'est bien, t'es qualifié, mais des fois, tu vois des destinations, tu dis, mais attends, ouais, c'est sûr, c'est génial, hein. Mais s'il faut tout payer, t'es ruiné, quoi. Non, en fait, Aerox, à l'époque, ils prenaient en charge l'hébergement bon, l'inscription, évidemment, l'inscription, tu payes pas, quoi, mais tu payais pas le logement. Mais il y avait pas de price money pour tout le monde. Il y avait un price money pour 5 personnes à l'époque. Maintenant, ils ont fait un price money général. Qui va de 500 à 7 500 euros. Bon, autant dire 500 quand tu vas à l'autre bout du monde, Ouais, ouais, ça te paye même pas le billet d'avion, quoi. c'est pas grand-chose, mais après, ça a chacun d'aller trouver un peu des sponsors pour essayer de chiner un peu. Après, évidemment, ça reste aussi un investissement personnel pour le faire. Et c'est quelque part aussi une super expérience, quoi. Si tu refuses de participer à un major, parce que justement, ça coûte plein d'argent, tout ça, est-ce qu'après, ils t'évincent pour les autres? Ah non, non, pas du tout. En fait, t'as un système de roll-down. C'est-à-dire que, par exemple, si t'es classé 15e, bah, t'es dans le 15. Si t'es 16e, bah, tu prends la place d'une personne, etc. À chaque fois, t'as une date limite. Par exemple, là, t'as une date limite. Par exemple, pour le prochain major, c'est Las Vegas. Tu avais la date limite. Et il propose aux 15 premiers. S'il y en a un qui refuse, bah, il propose au 16e. Et peut-être que la prochaine fois, le mec, il acceptera. En fait, quand tu refuses, c'est pas forcément que, bon, déjà, c'est pas forcément aussi une question de moyens. C'est aussi une question de stratégie de préparation dans l'année, aussi d'objectifs. Parce qu'un événement comme ça, le fait de voyager au-delà de l'argent, on va dire au-delà du côté financier, bah, ça peut aussi créer beaucoup de fatigue et peut-être ça peut te pénaliser sur la suite. Toi, tu fais beaucoup de compétitions chaque année? Ouais, j'en fais en moyenne entre 10 et 12 par an. Ah ouais, t'en fais une par mois, quoi. Ouais, à peu près une par mois, ouais, par mois. Une par mois et des fois deux par week-end, ouais. Et est-ce que c'est beaucoup? Ça me paraissait beaucoup il y a quelques temps et maintenant c'est presque devenu une norme en fait, quelque part. Maintenant en fait, leur nouveau système de qualification fait que ce qui est bien, c'est que ça t'emmène à faire plus de courses pour essayer de garder ta place. Avant, entre guillemets, ils prenaient juste ton meilleur score, donc suffisait juste que tu fasses un score de ouf une fois et que tu voyais que les adversaires ils étaient encore loin. Par exemple, je sais pas, t'étais huitième sur le ranking, tu avais de la marge, tu voyais les courses qui passaient, personne te passait devant, bah tu dis c'est OK. Maintenant que le système de la moyenne des deux temps, ça change vraiment la donne. Donc du coup, tu es obligé de faire beaucoup plus de courses. Donc ça fait aussi partie du jeu et ça permet de créer plus de niveaux sur chaque course standard. Donc non, je dirais maintenant que la préparation physique de chacun, une course par mois, c'est pas fou, mais par contre, c'est pas pour autant qu'on va faire un RP sur chaque course. C'est ce que j'allais dire, est-ce que tu choisis tes objectifs, tu vois, parce que tu peux pas être en forme sur les 12, donc est-ce que tu choisis un peu Ah tes non, non, ouais, non, compétitions non, mais principales? complètement. Après, quand je dis 12, il y a les doubles, il y a les relais, etc. Mais non, non, après, en début de saison, je me crée des objectifs. Je me dis, tiens, faut que mes pics de forme, il faudrait que ça soit là, là, là. Après, au fur et à mesure de la saison, bah, ça peut changer en fonction des résultats, en fonction de mon classement, si je suis encore dans ce que je voulais. Mais globalement, non, voilà, je sais que certaines courses, j'y vais. J'y vais avec la forme que j'ai actuellement, mais ça sera pas forcément le pic de forme, non. Ça fait aussi partie du jeu, quoi. Et Tu le fait parlais de de... faire, le Vas-y, fait de vas-y. faire aussi pas mal de courses,
Bah, ça donne une certaine habitude et tu te sens un peu plus à l'aise en fait sur les courses. En fait, plus t'en fais, plus tu te sens, t'as moins ce mauvais stress qui peut t'envahir des fois. Tu parlais de sponsors, donc tu as des sponsors qui t'accompagnent? Actuellement, j'en ai trois, on va dire, voilà, sans dénigrer, j'en ai voilà, plutôt, on va dire, deux financiers. Après, j'en ai un autre plutôt sur la partie matérielle. Mais alors, moi, tu sais, je suis un Parisien, hein, c'est vrai que je suis plus dans les salles de sport que le matériel qu'on me donne. C'est cool, ça, c'est cool parce que ça Sveltus, Sveltus qui est une super marque de fitness qui est assez cool et en plus que je trouve qui est assez abordable pour tout le monde. Là, maintenant, cette année, j'ai signé un contrat avec Puma et avec MyProtein. Ok. Est-ce que pour toi, c'est bizarre justement d'être sponsorisé à ton âge, alors que jeune, non? Comment tu vois tout ça? Après, jeune, j'avais pas de raison d'être sponsorisé. Alors, comme je dis, moi, pour l'instant, les années, je les prends les unes après les autres et je me dis que chaque année, entre guillemets, même si je me donne pas de limite, ça peut être la dernière à haut niveau. Mais je préfère, je me donne à fond et voilà, pour moi, je me donne pas de limite. Et en plus, j'ai ces gens qui me suivent, ils sont surtout là, bon, MyProtein, bon, c'est assez nouveau, on se connaît doucement, mais tu vois, avec Puma, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Je suis avec Franck Clément qui me fait super confiance, qui m'a donné l'opportunité de rejoindre l'équipe d'une manière plus sponsorisée. Il y a aussi quelque part, c'est aussi une manière d'avoir des gens derrière, enfin, aussi d'avoir des gens derrière que tu te sens pas tout seul en fait finalement. Parce que quelque part, des fois, tu te sens un peu seul dans ton entraînement. Le fait d'être sponsorisé, bah, ça te valorise un peu et ça te fait comprendre pourquoi aussi tu t'entraînes, quoi. Bah après, j'ai l'impression que dans ta salle à R2, comme tu disais, tu as un groupe d'entraînement pour le samedi. Ça a l'air d'être un peu la salle parisienne, je caricature un peu peut-être, mais de l'Irox. Bah, je dirais une des salles françaises même de l'Ajax. En tout cas à Paris, non mais c'est fou parce que après on a Max Villa qui est originaire de cette salle-là, qui est coach et à qui on a commencé plus ou moins ensemble. Et lui, il a eu l'opportunité justement d'être directeur maintenant Aerox France. Et lui, c'est un mec qui adore organiser. Donc il a rapidement organisé des groupes de ouf. Il a mis une grosse émulation là-dedans et maintenant Aerox, R2 Training, surtout le Vendôme, en fait, celui qui est au centre de Paris, c'est devenu un peu il y en a qui appellent ça le hub de L'Aerox. Aerox, quoi. La grosse firme de training, il y a tout le matos qui va. Et d'ailleurs, j'invite aux gens qui passent par Paris de venir faire un tour sur cette salle-là. Elle est vraiment super cool pour s'entraîner. Voilà. Et ça marche un peu comme les salles de CrossFit. C'est qu'un drop-in, tu payes ta séance et tu Ah, peux ça faire ce marche que tu pareil, veux. c'est pareil, ouais, ça marche. Tu y vas une fois, t'as un drop-in. Donc, d'ailleurs, j'appelle R2 aussi à me sponsoriser, hein. Bah, je vais avoir Max au téléphone justement, sur des points de règlement que j'ai pas trop capté justement pour compléter mon article. Mais, D'accord. euh, mais c'est cool. J'arrive au bout de mes questions, Geoff. Est-ce que toi, il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, bah écoute, non, mais après, juste pour faut peut-être rappeler l'essentiel aussi de l'Aerox, hein, là, on a parlé aussi de performance, aussi de comment gérer l'Aerox, mais juste pour dire, pour moi, l'Aerox, encore une fois, c'est quelque chose qui est abordable vraiment à tout le monde. Bon, à tout le monde. Au commun de tous les gens qui sont un peu sportifs. Je dirais un mec qui est sportif du dimanche, il peut rapidement se préparer et peut-être faire une aérox. Alors, peut-être pas en simple, mais en double, en relais, il y a plein de façons de faire. Donc, je trouve ça assez cool parce que c'est un truc qui rapproche beaucoup de gens. Malgré tout, même si dans chaque mouvement, il y a un peu de technique, mais même sans trop de technique, tu t'en sors toujours. Il y a pas de, enfin, même si tu le fais d'une manière un peu anarchique, tu arriveras toujours à t'en sortir. Donc c'est assez cool. Il y a une grosse émulation. Voilà, en tout cas, j'invite les gens à venir, ou au moins à venir voir ce qu'est l'Aerox. Donc quand il y a des événements en France ou à l'étranger, si vous êtes à l'étranger, bah, de venir en tant que spectateur, voir l'expérience, c'est assez cool. Ouais, ça se démocratise. Je vois qu'il y De a plus en plus de compètes, vraiment, ça explose, quoi. Ah non, mais là, dans le monde, là, ils sont arrivés à, enfin, je sais pas combien de pays, là, ils sont à, enfin, je sais pas, c'est pas une quarantaine de pays dans le monde. Juste pour dire, l'élan de Aerox, maintenant, même, tu commences à voir, même dans les salles de sport traditionnelles, tu repères maintenant les gens qui s'entraînent un peu pour Aerox, ils ont un peu une manière spéciale de s'entraîner, tu vois, bah tiens, lui, à mon avis, il se prépare pour Aerox, quoi. il a fait la Et tenue ça, aussi. Il y a les tenues officielles un peu.
justement que Ouais, Puma il y a fait. une officielle et en plus encore une fois, bah il y a Puma qui est hyper brandé. Maintenant, le mec qui fait de l'Aerox en général, il va acheter sa paire de Puma, quoi. Ouais, ça me rappelle les débuts du CrossFit avec où tout le monde était en Reebok, tu vois. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, ben c'est limite un mec qui va courir dans la rue qui a des Pumas, tu demandes s'il fait pas de l'Aerox, quoi. Bah, c'est un bon coup de Puma en tout cas, hein. C'est un bon coup. Ouais, ouais. Geoff, s'il y en a qui veulent rentrer en contact avec toi, te poser des questions, te suivre ou être coaché même par tes soins, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Bah, c'est sur Instagram. Instagram, avant j'avais un site web, j'ai fait au revoir, c'était trop compliqué. Après, c'est vrai que je suis désolé, des fois, il y a beaucoup de gens qui me contactent et je suis pas très réceptif toujours sur les messages Instagram. Mais quand je peux répondre et que les gens n'hésitent pas des fois à me renvoyer un deuxième message. Après, j'ai un e-book de préparation à l'Aerox sur 8 semaines qui est, je veux dire, pour des personnes débutants intermédiaires, c'est assez cool. Je suis en train de mettre d'autres choses en place qui devaient être mises en place depuis longtemps. J'avais promis à certaines personnes, mais bon, ça met plus de temps que prévu. Mais il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Et bon, en tout cas, si des gens veulent me contacter, c'est plus sur Instagram. C'est quoi ton compte Instagram? Au copain d'avant. Non, le compte Instagram, c'est Geoffrey Voisin ou Geoff Coach. Love Coach. Et Ok, s'il tape Geoffrey Voisin ou s'il tape Geoff Coach, normalement, il trouve. ça marche. Je pense que personne ne se souvient de copains d'avant, si jamais. C'est une blague. Non, mais c'est une blague pour les quarantenaires, ça. Je pense que personne ne se souvient de ce site. Mais c'était bien. C'était bien. Bah, en tout cas, merci de tes réponses, Geoff. C'était bien clair pour moi. Là, tu m'as éclairé sur pas mal de choses. Et je comprends pourquoi tu es une bête maintenant. En tout cas, bah, merci, c'était cool. Et en plus, franchement, comme je t'ai mis par message, j'étais super content, assez, assez flatté, parce que Rudy Koya, c'est quand même la référence de la muscu, une des références de la muscu en France, je sais pas si on peut le dire, mais que j'ai quand même j'étais pas mal suivi aussi, donc je suis assez content et que tu as l'esprit large d'aller chercher un petit peu, de voir d'autres choses, donc c'est cool. Donc Ouais, je suis ouais, content. bah, je sais pas si depuis combien de temps tu suis, mais on a été par exemple les premiers experts physiques à aller à CrossFit Bruxelles en 2011. Après, j'étais le premier à interviewer les mecs du CrossFit aussi, ceux qui voulaient bien, parce qu'il y avait un peu ce côté sectaire, certains ne voulaient pas. Donc, moi, j'ai toujours été assez ouvert et curieux de voir ce qui se faisait ailleurs pour voir un peu, bah, tu sais, toujours cette question, c'est jusqu'où l'être humain peut aller et comment s'entraînent bah, les meilleurs, qu'est-ce qu'ils mettent en place et voir en fait, bah, après, j'ai toujours cet esprit un peu de confiance vis-à-vis de moi-même, qu'est-ce que moi je peux mettre en place, tout en sachant que bon, là, 12 à 16 heures de cardio comme tu fais, je sais que ça, c'est pas possible pour moi, mais bon, Ah, bah, j'ai compris l'histoire. encore une fois, après, ça s'adapte à tout le monde, hein, évidemment. Chacun Bien vient sûr, de bien son sûr. pays. Et évidemment, tout le monde n'est pas forcément capable, soit physiquement, soit par. Bon, il y a plusieurs choses. Encore une fois, après, juste pour revenir dessus, si on veut revenir, les gens des fois se posent la question, ce que font souvent les meilleurs mondiaux. La plupart des meilleurs mondiaux sont souvent des coachs, hein. Des mecs qui ont je vais pas dire qu'ils ont du temps, mais justement qui arrivent à optimiser leur temps d'une manière où ils peuvent s'entraîner, coacher à côté, etc., quoi. Et tiens, rapidement, on n'a pas parlé de la diète. La diète, c'est un Ouais. massacre. En fait, c'est encore une fois, si j'ai un axe d'amélioration, alors, en fait, je mange d'une manière correcte, mais un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dans la RPE. Je sais pas combien je mange de calories par jour. Tu vois, Mais j'ai tu pas. manges de manière. Tu vois, je vois ton physique, tu manges quand même de manière assez saine. Tu vois, Non, non, je en me fait, dis, non, t'es pas non, là à te bouffer pain, beurre, Nutella le matin, quoi. non, 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 par contre, non, c'est ça, c'est à base de féculents, légumes, viande, œufs, enfin, tout, le basique en fait. Je suis assez basique. Après, je pense que je peux améliorer certaines choses, hein, c'est clair, mais voilà, c'est correct, ouais. Est-ce que tu t'alimentes pendant un Irox, tu vois, je vois qu'il y a un peu ce débat autour de l'Irox. Est-ce que tu t'alimentes? Alors moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à m'alimenter pendant l'Aerox. Bon, enfin, un problème, c'est pas forcément un problème, mais ça m'a joué des tours une fois ou deux. Mais globalement, j'estime que sur un effort de moins d'une heure, et en plus, je dirais encore plus peut-être en double, mais sur un effort de moins d'une heure, on est capable de pas forcément s'alimenter. Après, moi, je me suis toujours entraîné sans le vouloir, finalement, je suis toujours entraîné sans trop manger, sans trop boire, sans forcément trop de boissons énergétiques et tout. Donc maintenant, tu vois, des fois, je m'entraîne avec des gars pendant 1 heure et demie. Et presque j'ai oublié de boire à la fin. Et les mecs, ils ont bu 2 litres d'eau. Mais je pense que pour certaines personnes, il faut s'alimenter. Pour d'autres, pas forcément le besoin. Ou peut-être certaines stratégies à certains moments de la course. Mais j'ai toujours souvent un gel dans la poche, mais que j'utilise très, très, très rarement. C'est pour le style, quoi. Pour le style, mais après, on se dit toujours, on sait jamais.
Et le problème de ce genre de choses, moi, ça m'est souvent arrivé, on sait jamais, c'est que le moment où je devrais le prendre, je le prends pas et je le prends souvent, je le prendrai trop tard et ça, c'est un peu trop tard. Des fois, on On voit voit des trucs sortir sur rien que le fait d'avoir le goût sucré en bouche, qui pourrait suffire à te donner un peu de peps psychologique, si jamais. Bah, après, moi, j'avoue que je suis pas le plus fan des gels en général. Parce que je suis pas, parce que j'ai jamais été vraiment trop habitué à ça. Après, il y en a des bons, hein, qui ont un bon goût, mais je dirais pas que c'est vrai, ça n'a jamais été un délice. Je pense que les gels, c'est pas comme certaines barres protéinées qui peuvent être bonnes. Mais non, mais après, encore une fois, là, moi, j'essaie de boire. Ça m'arrive des fois de m'arrêter, enfin, de m'arrêter sur le vol, de prendre un fond de verre d'eau, après je le jette dans la poubelle. Mais voilà, je suis pas trop. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'avoue, j'ai très soif à la fin quand je sors de l'Aerox. Je sais pas combien de litres d'eau, mais je pense que ça représenter au moins 4-5 litres d'eau ouais. de déficit, quoi. Parce que je vois à Nice cette année, quand j'ai fait un petit malaise en fin de course, pour récupérer, j'ai dû boire, je crois, 8 litres d'eau le soir. Ouais, mais c'est ce que j'avais entendu dans le podcast avec Ben, justement, t'en parlais. Ouais, Je me disais, putain, c'est t'as pris tarif. Heureusement, le lendemain, t'étais en forme, mais putain, t'avais pris tarif. Hein. c'était assez. C'est une expérience. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci, Geoff, encore une fois, de tes réponses. Bah, Et merci puis, à euh, toi. et puis au plaisir de se voir. Bah, comme je te dis, moi, ce sera Grand Palais. Ouais, Donc, Grand Palais, ouais. en duo avec un copain. Donc, pour voir déjà un peu l'ambiance, voir tout ça. Donc, je viendrai saluer les champions. Non, mais tu sais que, alors juste entre parenthèses, tu m'as dit que tu faisais en pro à Grand Palais, En duo, en pro, euh, ouais. en En duo double pro pro. à Grand Palais, donc le dimanche matin, si tout est bon. Et sache que c'est la course qualificative pour l'élite 15 en double. Ouais, Donc tu as non, mais peut-être non, non, en double on élite a, 15. Il on faudra a que tu aucune, prennes ton billet pour Chicago. non, 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 Prépare. on a aucune chance. Je viens, je vois bien que non, le problème, c'est la course à pied. Je pense que les épreuves, ça va. Je peux vraiment bourrer sur les épreuves, mais la course à pied, je pars de trop loin. Ouais, ouais. Non, mais je regarde parce que je sais qu'il y aura tout le haut niveau qui sera là pour le double pro. Il y aura un très très haut niveau, donc ça va être sympa. Ouais. Bon, bah, c'est cool. J'essaierai de finir avant eux pour les voir, mais ça m'étonnerait, quoi. Bah, en général, ils feront partir, tu partiras sur les vagues d'après, donc tu devras arriver. Il y aura Est-ce qu'il y a un type à qui je dois faire un croche-pied? plusieurs. Tu me Plusieurs. donneras les noms. Ah, Vous me mets devant comme ça, puis je fais un croche-pied, j'empêche de passer, quoi. bah, écoute, c'est avec plaisir alors. Ah, merci à toi en tout cas. Bah, merci à toi, Geoff. Au plaisir. Allez, bonne journée. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.